La grande salle du Conseil s'étendait sur 300 mètres de sol en cristal poli. Des représentants de 47 espèces prenaient place dans leurs sièges respectifs, chaque espace étant conçu en fonction de leur biologie spécifique. Les Vrexil avaient un besoin de lampes hautes chauffantes, les crèches de générateurs d'humidité. Les Lumini existaient sous forme de pure conscience cristalline. Leur corps luisait doucement dans leur champ de suspension. L'ambassadeur Kenji Torres se tenait à la tribune, son costume sombre et sobre contrastant avec les tenues somptueuses des autres délégués. Il paraissait petit dans cette immense salle, mais sa voix portait distinctement grâce aux appareils de traduction. Membre honoré de la coalition galactique, commença Kenji. L'humanité sollicite son adhésion pleine et entière à ce conseil. Nous avons rempli toutes les conditions. Notre technologie répond aux normes minimales. Nos mondes sont stables. Notre peuple aspire à la paix. Un rire rauque résonna dans la section Vraxel. Le commandant Zortak se leva de son siège chauffant, son corps écailleux reflétant la lumière de la salle. Il mesurait facilement 3 mètres, ses traits reptiliens esquissant ce que son espèce considérait comme un sourire. La paix, siffla Zortak. Votre espèce a disparu pendant 200 ans après le premier contact. Le silence, comme nous l'appelons. Vous avez ignoré toute communication. Vous vous êtes réfugié dans votre petit système stellaire, tel des enfants apeurés. Et maintenant, vous revenez et demandez à siéger parmi de véritables civilisations. Des murmures d'approbation parcoururent en la salle. La déléguée crèche fit claquer ses mandibules, un son qui fut interprété comme un rire. Même les Lumini, d'ordinaire si diplomates, baissèrent leur lumière, manifestant leur désapprobation. Kenji garda son calme. Il s'y attendait. Nous avions besoin de temps pour évoluer, pour grandir en tant qu'espèce. Le Conseil comprend certainement que les différentes cultures progressent à des rythmes différents. Évoluer s'exclama une autre voix. C'était celle de Wexlor, un conseiller militaire crèche. Vous avez à peine des moteurs de saut fonctionnels. Votre plus grand vaisseau de guerre est plus petit que nos vaisseaux de transport. Que pourriez-vous bien offrir à cette coalition? Kenji jeta un coup d'œil aux 2 autres délégués humains assis derrière lui. Le docteur Sarah Okonkwo croisa son regard et hocha légèrement la tête. Pas encore. Le colonel Marcus Webb demeurait immobile, son allure militaire impeccable, son visage impassible. Nous vous proposons notre point de vue, déclara Kenji avec précaution. Notre innovation, notre détermination. Zortak rit de nouveau, plus fort cette fois. Détermination. Cela me rappelle une vieille histoire que me racontait mon grand-père. Pendant le silence, l'Empire Vraxel a envoyé une flotte de reconnaissance vers votre système d'origine. 12 vaisseaux, rien d'important. Une simple enquête de routine pour voir ce que vous faisiez, vous autres primitifs. Le commandant arpentait la pièce, savourant son auditoire. La flotte ne revint jamais. Les 12 vaisseaux disparurent. Mon grand-père prétendait qu'ils avaient rencontré quelque chose. Un vaisseau humain, disait-il. Un seul vaisseau contre 12. Il l'appelait le Léviathan, un vaisseau fantôme issu de la mythologie humaine. Des rires plus forts emplirent donc la pièce. Zortak écarta ses mains griffues. Bien sûr, c'était absurde. Des pirates de l'espace leur avaient probablement tendu une embuscade. Ou bien ils avaient été victimes d'un phénomène naturel. Mais mon grand-père avait insisté jusqu'à sa mort sur le fait que les humains les avaient détruits. Un vaisseau, un seul. Il se tourna vers Kenji droit dans les yeux. Dites-moi, ambassadeur, possédez-vous un tel vaisseau? Ce Léviathan mythique? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Toutes les espèces observaient la délégation humaine. L'expression de Kenji demeura impassible. Ce silence était lourd de conséquences, commandant. Bien des choses se sont passées, des choses qui restent obscures. Une réponse de politicien, railla Zortak. Ce qui signifie non. Vous vous cachez derrière des mots parce que vous n'avez rien d'autre. Kenji s'assit. Le vote aurait lieu dans 3 jours. Il connaissait déjà le résultat. L'humanité se verrait refuser l'adhésion. La coalition la considérait comme faible, primitive, insignifiante.
À la fin de la session, alors que les délégués quittaient les lieux, le docteur Okonkwo se pencha vers Kenji. « Ils ne savent pas, murmura-t-elle. « Ils n'ont pas besoin de le savoir, répondit Kenji à voix basse. À moins que cela ne devienne nécessaire, ajouta le colonel Webb d'une voix à peine audible. La question est, cela deviendra-t-il nécessaire? À l'autre bout de la galaxie, la réponse à cette question était en train d'être apportée. L'Empire Cortax occupait une région de l'espace qui inquiétait les autres espèces. Au cours du siècle précédent, ils avaient conquis 12 civilisations. Leur méthode était brutale et efficace. Se rendre ou mourir. Ceux qui se rendaient vivaient en esclaves, ceux qui résistaient étaient exterminés. Le souverain de guerre Kralik se tenait sur le pont de commandement de son vaisseau amiral, l'insatiable Fin. Derrière lui, à travers les immenses écrans de visionnage, s'étendait son armada pourpre. 200 vaisseaux de guerre, chacun capable de détruire une planète. Cette vision le remplit de fierté. « Analyse terminée, mon souverain », rapporta son officier tactique. Les colonies humaines sont mal défendues. Les renseignements indiquent la présence d'environ 200 vaisseaux au total sur l'ensemble de leur monde. La plupart sont de conception obsolète. Kralik étudia l'affichage holographique. Les territoires humains étaient petits mais riches en ressources, en minéraux rares et en mondes habitables. Situés à la frontière de l'espace de la coalition, ils revêtaient une importance stratégique considérable. La coalition les protège ? Demanda-t-il. Techniquement, oui, mais les humains n'en sont pas membres à part entière. Nos sources diplomatiques indiquent que le Conseil les méprise. Il ne risquera pas une guerre contre l'Empire Cortax pour une espèce qu'il tolère à peine. Les lèvres de Kralix se tordirent en un sourire sauvage. Alors nous prendrons ce que nous voulons. Préparons la flotte pour l'invasion. Envoyons l'ultimatum standard à tous les mondes humains. Ils ont 72 heures pour se rendre. Et s'ils résistent, alors nous leur montrerons ce qui arrive aux primitifs qui définissent l'Empire. Le message fut transmis. Sur Terre, dans les colonies de New Horizon, Terra Nova et Kepler's Hope, l'ultimatum parvint à travers l'espace humain, céder tous les territoires et ressources à l'Empire Cortax, se soumettre à l'autorité impériale, et toute résistance entraînerait une destruction totale. Au sein du Conseil de la Coalition, une session d'urgence fut convoquée. L'atmosphère était tendue, mais sans panique. Un consensus général se dégagea rapidement. L'humanité ne valait pas une guerre contre les Cortac. Peut-être cela leur apprendrait-il l'humilité. Peut-être, après avoir perdu leur colonie, seraient-ils plus reconnaissants du moindre signe de protection que la coalition pourrait leur offrir. Kenji Torres demanda la parole. L'autorisation lui fut accordée, malgré l'impatience manifeste de plusieurs délégués. « Les Cortac ont menacé des mondes humains », déclara Kenji. « Nous reconnaissons que l'humanité n'est pas encore membre à part entière de la coalition. Par conséquent, nous ne sollicitons pas votre protection. Nous refusons de mettre en danger toute autre espèce pour notre propre compte. » Cette déclaration sema la confusion. Wexler le crèche cliqua, surpris. « Vous acceptez la conquête ? Vous refusez même de combattre ?»« Je n'ai pas dit cela, » répondit Kenji. Un léger sourire effleura son visage. « J'ai dit que nous ne vous demanderons pas d'aide. L'humanité défendra ses propres mondes. » Zortak ne put se contenir. « Avec quoi ? Vos 200 vaisseaux obsolètes contre l'armada pourpre ? C'est du suicide !» Kenji rassembla son matériel. Le docteur Okonkwo et le colonel Webb se tenaient à ses côtés. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, Kenji se retourna une dernière fois. « Commandant Zortak, vous avez évoqué l'histoire de votre grand-père, celui du Léviathan. Vous l'avez qualifié de mythe. »« Parce que c'est un mythe, » rétorqua Zortak. Le sourire de Kenji s'élargit légèrement. « Peut-être. Ou peut-être que certains mythes existent parce que les gens ont besoin d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Merci de votre attention, messieurs les délégués. L'humanité retire sa demande d'adhésion. Nous nous occuperons de nos propres affaires. » Tandis que la délégation humaine quittait les lieux, un message codé fut transmis de la Terre à chaque colonie et station humaine. Il était bref,
3 mots seulement en vieux code militaire. Protocole Oméga. Activation. Sur l'orbite de Neptune, dans un repli spatial existant entre les dimensions, quelque chose commença à s'agiter. Des systèmes endormis depuis 2 siècles commencèrent à se réveiller. Des noyaux énergétiques, renfermant plus d'énergie que la plupart des étoiles, se mirent à se recharger. Et dans 300 capsules cryogéniques, des cœurs humains se remirent à battre. Le mythe s'éveillait. Le délai de 72 heures passa comme une tempête à l'horizon. À travers l'espace humain, les civils furent évacués des stations frontalières. Des vaisseaux militaires vétustes et obsolètes, selon les normes galactiques, avaient établi des positions défensives autour des planètes stratégiques. Chacun savait que ces défenses seraient insuffisantes. Mais l'humanité se battrait malgré tout. Sur Terre, dans les archives profondes sous Genève, le docteur Sarah Okonkwo parcourait des couloirs dont peu soupçonnaient l'existence. Son habilitation de sécurité figurait parmi les plus élevées de l'espace habité. Le colonel Marcus Webb marchait à ses côtés, le visage grave. « Le Conseil nous prend pour des imbéciles, dit-il. »« Qu'il le pense, répondit Sarah. Mieux vaut qu'ils nous sous-estiment plutôt que de nous craindre avant que ce soit nécessaire. » Ils entrèrent donc dans une salle circulaire. Les murs étaient couverts d'écrans affichant des flux de données, des archives historiques et des dossiers classifiés. C'étaient les archives du silence, le récit complet de ce que l'humanité avait réellement fait pendant 2 siècles. Sarah afficha un hologramme. Il montrait une carte stellaire datant d'il y a 230 ans, à l'époque où l'humanité venait de mettre au point ses premiers moteurs supraluminiques rudimentaires. Un petit vaisseau d'exploration, le Pathfinder, avait cartographié les confins de la ceinture de Kuiper. « C'est ici que tout a commencé, » dit-elle. Le Pathfinder détecta une anomalie, quelque chose qui ne devrait pas exister. L'hologramme se modifia, révélant une structure flottant dans l'espace profond. Elle était gigantesque, d'au moins 100 km de diamètre, en forme d'anneau aux motifs géométriques si insoutenables qu'il était difficile de les regarder trop longtemps. Son architecture obéissait à des règles qui ne correspondaient pas à l'espace tridimensionnel. « Les architectes, » dit Marcus d'une voix douce, « les anciens. » « Toutes les espèces spatiales connaissent que les légendes, » poursuivit Sarah. « Une civilisation qui a existé il y a des millions d'années. Ils ont construit des choses qui transcendaient les lois de la physique. Puis ils ont disparu et leur technologie a été perdue. Retrouver ne serait-ce qu'un fragment de leur œuvre est considéré comme impossible. Mais nous, retrouver ne serait-ce qu'un fragment de leur œuvre est considéré comme impossible. Mais nous avons trouvé bien plus qu'un fragment. L'hologramme montrait l'exploration qui a suivi. L'humanité a immédiatement classé la découverte au plus haut niveau de sécurité. Elle a cessé de répondre aux communications de la coalition. Elle s'est repliée sur son système d'origine. La galaxie a appelé cela le silence et a supposé que les humains étaient soit trop effrayés, soit trop primitifs pour s'engager. La vérité était tout autre. L'humanité avait découvert un trésor du passé lointain et elle en était terrifiée. 3 stations de recherche furent construites autour de la structure, expliqua Sarah. Des milliers de nos meilleurs scientifiques l'étudièrent. Nous avons appris que les architectes n'avaient pas seulement conçu une technologie de pointe. Ils comprenaient la nature fondamentale de la réalité. Ils pouvaient manipuler l'espace, le temps, la gravité et même les probabilités. Marcus ouvrit un autre dossier et nous y avons trouvé des plans. Incomplets. Suffisamment pour comprendre que les architectes avaient construit des vaisseaux aussi vivants que des machines. C'est là que le débat a commencé, dit Sarah. Que faire de ces connaissances? Nous pourrions construire des armes. Nous pourrions conquérir la galaxie. La technologie que nous avons découverte aurait pu rendre l'humanité invincible. Mais nous ne l'avons pas fait, conclut Marcus. Nous avons fait un autre choix. La décision avait mûri pendant 10 ans. Philosophes, éthiciens, scientifiques, chefs militaires,
et représentants civils ont débattu de la voie à suivre pour l'humanité. Certains souhaitaient construire une flotte de vaisseaux architectes et établir la domination humaine. D'autres souhaitaient tout détruire et faire comme si la découverte n'avait jamais eu lieu. Le compromis trouvé fut baptisé Protocole Gardien. L'humanité construirait un seul vaisseau, un seul. Il combinerait le meilleur du génie humain à la technologie architecturale qu'elle pourrait comprendre. Il serait suffisamment puissant pour défendre l'humanité contre toute menace, mais suffisamment limité pour ne pas pouvoir servir à la conquête. Le Léviathan, dit Marcus. Nous avons passé 60 ans à le construire et 40 autres à le tester dans l'espace profond. Il n'a combattu qu'une seule fois, acquiesça Sarah, lorsque les éclaireurs Vraxel sont arrivés pendant le silence. Ils ont interprété notre isolement comme une faiblesse et ont envoyé des vaisseaux en reconnaissance. Le Léviathan les a interceptés. 12 vaisseaux détruits en 17 minutes, se souvient Marcus. Mais nous ne voulions pas que quiconque sache que nous avions. Alors nous les avons laissés croire à des pirates, à un accident ou à n'importe quelle autre explication. Et une fois le Léviathan achevé, une fois que nous avons su qu'il fonctionnait, nous avons fait un choix. La voix de Sarah était grave. Nous l'avons placé en stockage dimensionnel. Nous avons plongé l'équipage en cryostase. Nous l'avons caché près de Neptune, là où personne ne chercherait. Et nous avons attendu. Attendre quoi? Pour ça, répondit simplement Sarah. Pour le moment où nous en aurions besoin, quand la défense serait nécessaire, et non la conquête. Quand nous pourrions utiliser cette puissance de manière responsable. Une alarme retentit. Tous deux consultèrent les écrans. L'armada pourpre de Cortax avait pénétré l'espace humain. Le souverain de guerre Kralix observa ces démonstrations tactiques avec satisfaction. La flotte de défense humaine s'était rassemblée près de la colonie de New Horizon. 200 vaisseaux, comme l'avaient en prédit les services de renseignement. Ils étaient déployés selon des formations défensives classiques, cherchant à optimiser leur puissance de feu limitée. Pathétique, murmura-t-il. Ils ne peuvent pas gagner, et pourtant ils se positionnent comme si la stratégie importait. Son officier tactique était moins sûr de lui. Les humains ont la réputation d'être imprévisibles, mon souverain. La prudence serait peut-être de mise. La prudence? Mais s'exclama Kralik. Contre des primitifs? Non. Nous les écraserons rapidement et passerons à leurs autres mondes. Envoyez l'avant-garde. 400 vaisseaux? Cela devrait largement suffire. L'avant-garde Cortac avança. 2 fois plus nombreux que les défenseurs humains, ils possédaient des armes et des boucliers plus puissants et plus résistants. Leur tactique avait déjà vaincu 12 civilisations. La bataille dura 6 heures. Les humains se battirent avec un courage désespéré. Leurs vaisseaux plus petits eurent recours à des attaques kamikazes, des manœuvres d'éperonnage et des tactiques de guérilla. Ils firent payer au Cortac chaque mètre d'espace gagné, mais le courage ne put compenser l'écart technologique. À la fin de la bataille, 140 vaisseaux humains avaient été détruits. Les 60 survivants battirent en retraite vers les stations orbitales de New Horizons, leurs boucliers défaillants, leurs armes épuisées. Kralix s'accorda un instant de triomphe. Voilà le prix de la résistance. Maintenant, nous les achevons. Mais son officier tactique prit soudain la parole, d'une voix pressante. « Mon souverain, nous recevons une transmission. De la Terre. Encore un appel à la clémence. » Kralix ricana. « Ignorez-le. Non, mon souverain, c'est un avertissement, ils disent. Ils disent d'activer un protocole nommé Oméga. » Kralix agita une griffe dédaigneuse. Des effets dramatiques humains inutiles. Poursuivez l'avancée. À l'autre bout de la galaxie, dans la salle du Conseil de la Coalition, la même transmission parvint à destination. L'ambassadeur Kenji Torres apparut sur tous les écrans, le visage impassible, mais la voix empreinte d'une tension inédite. Ce message est destiné à toutes les espèces de la Coalition et à l'Empire Cortax. L'humanité a tenté la paix. Nous avons tenté la diplomatie. Nous avons fait preuve de retenue, ces approches ont échoué. Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin.
Il y a 200 ans, l'humanité a fait une découverte dans l'espace profond. Nous avons trouvé une technologie laissée par les architectes, les anciens qui ont précédé toutes les civilisations actuelles. Nous aurions pu l'utiliser pour conquérir. Nous aurions pu construire une flotte et dominer la galaxie. Nous avons choisi une autre voie. Zortak se tenait dans la salle du conseil, les yeux écarquillés. Impossible. Les sites architecturaux sont tous morts, pillés il y a des millions d'années. Nous avons construit un seul vaisseau, poursuivit Kenji, un seul engin alliant l'ingéniosité humaine et la technologie des architectes. Nous l'avons construit comme un gardien, non comme un conquérant. Nous espérions ne jamais avoir à l'utiliser. Mais les Cortac nous y ont contraints. La transmission affichait des coordonnées, l'orbite de Neptune. Les données des capteurs des stations de surveillance de la coalition ont commencé à affluer. Il se passait quelque chose qui a fait hurler d'incrédulité tous les scientifiques. Le protocole Oméga est maintenant actif, a déclaré Kenji. Le Léviathan s'éveille. Empire Cortax, vous n'avez qu'une chance de vous retirer. Si vous refusez, vous découvrirez pourquoi certains mythes reposent sur une part de vérité. La transmission s'interrompit. Dans la salle du conseil, ce fut le chaos. Les représentants des différentes espèces s'affrontèrent, exigèrent des explications, accusèrent les humains de mensonges. Mais les données des capteurs ne mentaient pas. Près de Neptune, une déchirure s'ouvrait dans l'espace. Les relevés d'énergie atteignirent des sommets incommensurables, et quelque chose d'immense en émergeait. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui prouvait que l'humanité avait gardé le silence sur son véritable potentiel. Le mythe était enfin réveillé. Le capitaine Sarah Chen s'éveilla d'un sommeil de 200 ans. La capsule cryogénique siffla en s'ouvrant, libérant de la vapeur dans la chambre faiblement éclairée. Son corps lui paraissait étrange, différent, comme amplifié par le processus d'intégration nécessaire au pilotage du Léviathan. Son système nerveux avait été modifié pour communiquer directement avec la conscience du vaisseau, car le Léviathan n'était pas un simple vaisseau. Il était vivant d'une manière que la science actuelle ne pouvait pleinement expliquer. Sarah se redressa lentement, sa physiologie améliorée compensant déjà 2 siècles de sommeil cryogénique. Autour d'elle, d'autres capsules s'ouvraient. Son équipage de 300 hommes, tous volontaires, tous modifiés, tous prêts pour une mission qu'ils espéraient ne jamais vivre. « Statut » dit-elle, sa voix activant les systèmes du vaisseau. Une présence l'envahit, non pas des pensées à proprement parler, mais une conscience aiguë. Le Léviathan lui parlait par leur lien neuronal. Des images submergeaient sa conscience. L'invasion Cortax, la flotte de défense humaine anéantie. La colonie de New Horizon, 2 milliards d'habitants désormais en danger immédiat. Alors, c'est le moment, murmura Sarah. Elle savait que ce jour arriverait. Elle s'était portée volontaire pour l'hibernation cryogénique en toute connaissance de cause, mais espérer que rien n'arriverait et accepter que ce soit arrivé était 2 choses différentes. Son second, le commandant James Park, apparut à ses côtés. Il était déjà pleinement réveillé, ses modifications lui permettant d'interagir avec les systèmes tactiques du vaisseau. L'équipage se réveille, capitaine. Tous les systèmes sont opérationnels. Nous sommes toujours en stockage dimensionnel, mais le repli dimensionnel se déstabilise. Nous serons dans l'espace normal dans environ 4 minutes. Donnez-moi une image claire de la situation, ordonna Sarah, et réveillez tout le monde. Poste de combat complet. À bord du Léviathan, 300 personnes s'activaient avec une efficacité rodée. Elles s'étaient entraînées pendant 40 ans avant d'être placées en cryostase. Chaque exercice, chaque simulation, chaque scénario possible avait été envisagé. Ce n'étaient pas de simples membres d'équipage. Ils étaient les gardiens que l'humanité avait choisis. Le vaisseau lui-même mesurait 15 km de long, et sa forme était unique dans la galaxie. Sa coque semblait se transformer selon l'angle de vue, comme s'il existait en partie dans d'autres dimensions. Son architecture suivait des modèles utilisés par les architectes. Des conceptions géométriques intégrant des mathématiques dépassant la simple compréhension tridimensionnelle. Les parties humaines étaient clairement visibles, d'une ingénierie pratique et fonctionnelle. Mais elles étaient intégrées à des structures qui semblaient organiques,
vivantes, fluides. Des blindages régénératifs, des conduites d'énergie pulsant comme des veines, des systèmes d'armes qui ne se contentaient pas de projeter de l'énergie, mais manipulaient les forces fondamentales de la réalité. Sarah se dirigea vers la passerelle, une salle circulaire au cœur du vaisseau. Des écrans holographiques l'entouraient, affichant des flux de données dans des formats que seuls les humains aux capacités augmentées pouvaient pleinement traiter. Son équipage prit ses postes, chacun connectant sa conscience à son système respectif. « Tous les postes sont prêts », annonça le commandant Park. Sarah s'installa dans le fauteuil de commandement. Ce n'était pas vraiment un siège. C'était un point d'interface, un lieu où elle pouvait ne faire qu'un avec le Léviathan. Des connexions neuronales s'activèrent, et soudain, elle sentit la vaste conscience du vaisseau fusionner avec la sienne. C'était bouleversant et magnifique. Elle pouvait ressentir chaque système, chaque capteur, chaque particule de l'être du vaisseau. Et plus encore, elle en percevait la finalité. Les architectes avaient conçu cette technologie pour l'exploration, la compréhension, pour repousser les limites du possible. Les humains l'avaient adaptée à la protection. « Éliminez-nous », ordonna Sarah. « Nouvel horizon, vitesse maximale. » Le Léviathan. « Éliminez-nous », ordonna Sarah. Nouvel horizon, vitesse maximale. Le Léviathan ne se déplaçait pas au sens conventionnel du terme. Il pliait l'espace. Un instant, il existait dans sa poche dimensionnelle près de Neptune. L'instant d'après, il était simplement ailleurs. La transition était instantanée vue de l'extérieur. Mais Sarah l'apercevait comme un voyage à travers des strates de réalité que la physique normale ne pouvait expliquer. Ils apparurent dans le système New Horizon, et aussitôt, tous les capteurs de la région s'affolèrent. Le souverain de guerre Kralix se préparait à l'assaut final lorsque son officier tactique hurla. Un cri urgent et véhément, non pas un simple constat d'inquiétude, mais un véritable hurlement de terreur primale. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kralix. « Une signature énergétique, mon souverain. Elle vient d'apparaître. » Les mesures sont hors échelle. C'est impossible. Les capteurs indiquent une longueur de 15 km, mais les mesures de masse révèlent une masse supérieure à celle d'une petite lune. Des distorsions gravitationnelles déforment l'espace environnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Léviathan apparaissait sur tous les écrans. Kralik le fixait, son esprit peinant à comprendre ce qu'il voyait. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Sa coque semblait scintiller d'une lumière intérieure. Des motifs s'animaient à sa surface, tels des êtres vivants. Et elle irradiait une puissance incroyable. Une puissance qui faisait paraître toute son armada comme de simples jouets d'enfants. « Est-ce un vaisseau ?» murmura-t-il. Dans toute la coalition, chaque espèce équipée de capteurs dans la région reçut les mêmes données. Dans la salle du conseil, un silence absolu s'installa pendant l'analyse des relevés. L'ancienne Lumini prit la parole la première, son corps cristallin vibrant d'agitation. Cette signature énergétique correspond aux archives du premier âge. Les architectes. Les anciens, mais c'est impossible. Leur technologie est morte depuis des millions d'années. La voix de Zortak n'était qu'un murmure. Le Léviathan, l'histoire de mon grand-père. C'était vrai. Tout était vrai. Sur le pont du Léviathan, Sarah scrutait le champ de bataille. L'armada des Kortak était immense. Plus de 1000 vaisseaux disposés en formation d'attaque. Les derniers défenseurs humains battaient en retraite, leurs boucliers défaillants, leurs armes presque épuisées. Un nouvel horizon se déployait dans l'espace, impuissant. « Ouvrez un canal », ordonna Sarah. « Toutes les fréquences. Je veux que tout le monde entende ceci. » Les systèmes de communication s'activèrent. Ils n'utilisaient ni ondes radio classiques, ni intrications quantiques. Ils employaient quelque chose de plus fondamental, diffusant directement à travers la trame même de l'espace. Chaque vaisseau du système, chaque station, chaque poste de surveillance de la coalition à travers la galaxie reçut son message. Ici le capitaine Sarah Chen, du vaisseau d'exploration terrien Uni-Léviathan. Force Cortax, vous avez l'ordre de désactiver vos armes et de vous retirer immédiatement de l'espace humain. C'est votre dernier avertissement.
Kralix se remit de sa stupeur. Il était un conquérant, un guerrier qui avait anéanti des civilisations. Il ne se laisserait pas intimider par un seul vaisseau, aussi étrange fût-il. Un seul navire contre mon armada, l'arrogance humaine est sans limite. Tous les vaisseaux, ouvrez le feu, détruisez cette chose. Sarah perçut sa décision à travers les réseaux de capteurs avant même que les ordres ne soient transmis. Elle soupira. Ils ont choisi la violence. Tactique, vous êtes autorisé à engager le combat. Protocole défensif uniquement. Désactiver, ne pas détruire si possible. Bien compris, capitaine, répondit le commandant Park. Engagement. L'armada Cortax ouvrit le feu. Des milliers d'armes firent feu simultanément. Des canons à plasma capables de faire fondre des champs d'astéroïdes. Des missiles à antimatière capables de fissurer des planètes. Des perturbateurs quantiques capables de briser les liaisons moléculaires. Une puissance de feu suffisante pour stériliser un système solaire. Toute cette énergie a frappé les boucliers du Léviathan, sans jamais les pénétrer. Elle s'est simplement dissipée, absorbée et redirigée par des systèmes de défense, fonctionnant selon des principes que la science actuelle ne pouvait expliquer. Le vaisseau n'a même pas tremblé. Les boucliers ne bronchèrent même pas. Sarah sentit les tirs des armes à travers sa connexion au vaisseau. C'était comme des gouttes de pluie sur sa peau, doux et insignifiant. « Renvoyez-moi le feu », murmura-t-elle. « Montrez-nous ce dont nous sommes capables. » Le Léviathan n'était pas équipé d'armes conventionnelles. Il possédait des systèmes qui manipulaient la réalité elle-même. Le commandant Park choisit ses cibles avec soin, privilégiant les menaces les plus proches. 5 croiseurs de bataille Cortax se retrouvèrent, soudain pris au piège de champs gravitationnels anormaux. L'espace se distordit autour d'eux, broyant leurs coques comme du papier. Ils n'explosèrent pas à pas. Ils se condensèrent simplement en sphères denses de débris. 10 autres vaisseaux tentèrent donc de battre en retraite. Le Léviathan vacilla, se déplaçant dans l'espace quantique, et apparut juste derrière eux. Il ne tira pas d'armes. Il créa simplement une distorsion localisée qui plia les vaisseaux à travers des dimensions supérieures. Ils émergèrent quelques secondes plus tard, à des millions de kilomètres de là. Leur système de navigation était complètement brouillé, leurs armes hors service. 20 autres vaisseaux lancèrent une attaque coordonnée. Le Léviathan répliqua en générant une impulsion qui traversa l'espace à une vitesse supraluminique et atteignit les vaisseaux Cortax. Leurs systèmes d'alimentation s'arrêtèrent net. Les réacteurs s'éteignirent. Les boucliers s'effondrèrent. Les systèmes de survie basculèrent sur les batteries de secours. 4 minutes après le début du combat, 300 vaisseaux Cortax étaient nés détruits ou hors de combat. Le Léviathan n'avait même pas bougé de sa position initiale. Il n'avait pas utilisé la moindre fraction de ses capacités. Et à travers la galaxie, toutes les espèces observaient et comprenaient. Les humains ne se cachaient pas parce qu'ils étaient mode faibles. Ils se cachaient parce qu'ils étaient d'une force terrifiante. Le souverain de guerre Kralix vit son armada périr, et pour la première fois de sa vie, il connut la véritable peur. 300 de ses vaisseaux avaient été détruits ou mis hors de combat en quelques minutes. Pas en heure, pas même en une demi-heure, et le vaisseau humain avait à peine bougé. « Tous les vaisseaux! Retraite générale !» hurla-t-il. « Saut d'urgence immédiat !» La voix de son officier tactique se brisa sous l'effet de la panique. « Nous ne pouvons rien faire, mon souverain. Ce vaisseau, il manipule l'espace. Nos moteurs de saut sont inopérants. Nous sommes piégés. » Kralik fixait l'écran tactique. Ces 900 vaisseaux restants tentaient de fuir dans toutes les directions, mais aucun ne parvenait à activer ces systèmes supraluminiques. Le Léviathan avait créé une sorte de champ, une distorsion empêchant les sauts dimensionnels. Ils étaient prisonniers de l'espace normal face à un prédateur capable de les anéantir à volonté. « Alors, on se bat !» gronda Kralix. « Concentrez vos tirs sur ce vaisseau. »« Tout ce que nous avons !» répondit l'armada. « Toutes les armes, tous les missiles,
Toute la puissance destructrice dont disposaient les Cortax furent déchaînés dans un assaut désespéré. L'espace autour du Léviathan s'illumina comme une étoile naissante. Le niveau d'énergie atteignit un tel niveau que les vaisseaux situés à la périphérie du champ de bataille durent déployer leurs boucliers pour se protéger des radiations. Mais lorsque la lumière s'estompa, le Léviathan resta suspendu dans l'espace, exactement comme auparavant. Intact, sans la moindre trace d'attaque. Sur la passerelle, Sarah observait les démonstrations tactiques avec un mélange de pitié et de déception. Elle avait espéré que les Cortax choisiraient la sagesse. Ils avaient choisi le désespoir. « Capitaine !» dit doucement le commandant Park. « Il prépare quelque chose. Les relevés énergétiques du vaisseau amiral sont alarmants. On dirait une arme destructrice de planètes. » Les sens aiguisés de Sarah le confirmèrent. La faim insatiable alimentait une arme conçue pour détruire des mondes, faire bouillir les atmosphères, anéantir toute vie à la surface d'une planète. Et elle n'était pas destinée au Léviathan. Elle visait New Horizon. Ils préféreraient commettre un génocide plutôt que d'admettre leur défaite, dit-elle d'une voix glaciale. Tactique. Interceptez cette arme. Ingénierie. Préparez-vous à l'absorption d'énergie. Capitaine, c'est une arme destructrice de planètes, avertit son ingénieur en chef. Même nos boucliers pourraient ne pas résister à l'impact. Le regard de Sarah se durcit. Nous n'allons pas nous en protéger. Nous allons l'absorber. Le destructeur de planètes fit feu. Un rayon d'antimatière concentrée et de particules exotiques fonça sur New Horizon, transportant suffisamment d'énergie pour stériliser la planète colonisée en quelques secondes. 2 milliards d'êtres humains étaient sur le point de périr. Le Léviathan se déplaçait non pas dans l'espace ordinaire, mais à travers les dimensions intermédiaires. Un instant, il se trouvait à des kilomètres de la trajectoire du rayon. L'instant d'après, il était juste devant lui, se plaçant entre l'arme et la planète. Le rayon frappa le Léviathan et disparut. Les systèmes conçus par l'architecte du vaisseau ne se contentèrent pas de bloquer l'énergie. Ils l'ont absorbée, canalisée, transformée. Sarah sentait la puissance de l'arme se répandre dans les systèmes du vaisseau, comme une rivière qui creuse de nouveaux canaux. C'était incroyable, terrifiant, magnifique. « Énergie absorbée », annonça son ingénieur en chef, la voix empreinte d'admiration. « Nous venons d'absorber suffisamment d'énergie pour détruire une planète, et nos systèmes la traitent comme une charge de batterie. Capitaine, nous fonctionnons maintenant à 140% de la capacité du réacteur. »« Bien, » dit Sarah. « Utilisons-la. Tactique, je veux une impulsion hyperspatiale. Ciblez tous les systèmes d'armes et moteurs supraluminiques Cortax de ce système. Désactivez-les tous, simultanément. » Les doigts du commandant Park dansaient sur son interface, son esprit directement connecté à la conscience tactique du Léviathan. « Impulsion préparée, capitaine. Cela utilisera toute l'énergie que nous venons d'absorber, plus 30% de nos réserves principales. Feu. » Le Léviathan n'émit aucun rayon ni projectile visible. Il libéra plutôt une onde d'énergie dirigée qui traversa l'hyperespace, touchant simultanément tous les vaisseaux Cortax du système. L'onde était calibrée avec une précision chirurgicale. Les systèmes d'armement, surchargés, s'arrêtèrent. Les moteurs supraluminiques ont grillé leurs composants essentiels. Les générateurs de boucliers ont fondu, ne laissant place qu'à du métal inutilisable, mais les systèmes de survie sont restés fonctionnels. Les quartiers de l'équipage sont restés sous pression. Les infirmeries ont continué de fonctionner. Les soldats Cortac survivraient, mais leurs vaisseaux n'étaient de plus que des épaves à la dérive. 900 vaisseaux de guerre mis hors service en une seule impulsion. L'armada pourpre tout entière, la terreur de 12 civilisations conquises, réduite à néant par un seul vaisseau lors d'une seule attaque. Sarah a ouvert un canal direct vers la faim insatiable. Souverain de guerre Kralix, vos armes sont hors service. Vos moteurs sont détruits. Votre flotte est immobilisée. Vous avez tenté de tuer 2 milliards de civils
plutôt que d'admettre votre infériorité numérique. Cela en dit long sur votre empire et rien de bon sur votre honneur. Sur sa passerelle, Kralix affaissa dans son trône de commandement. Autour de lui, son équipage restait assis, pétrifié de stupeur. Tous les écrans affichaient des vaisseaux hors service, des systèmes défaillants et une armada réduite à l'état de débris spatiaux sans même avoir été détruite. « Que représentez-vous » murmura-t-il. « Je suis une gardienne », répondit Sarah. Il y a 200 ans, l'humanité a découvert dans l'espace une technologie issue d'une civilisation antérieure à la nôtre. Nous aurions pu l'utiliser pour conquérir la galaxie. Nous avons choisi de l'utiliser pour nous protéger. Nous avons construit un seul vaisseau. Nous espérions ne jamais avoir à nous en servir. Vous nous avez forcés à agir. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Vous êtes venus sur les lieux d'un génocide qui menaçait notre monde. Vous avez attaqué nos colonies. Vous avez tiré une bombe destructrice de planètes sur des civils. Toutes les lois de la guerre nous permettraient fautés de détruire votre flotte entière et tous ses occupants. Kralix sentit un frisson le parcourir. Il s'attendait à l'annihilation. Chaque espèce qu'il avait conquise, il l'avait anéantie. Il s'attendait à l'annihilation. Chaque espèce qu'il avait conquise, il l'avait anéantie. Il supposait que les humains agiraient de même. Alors fais-le. Finis ce que tu as commencé. Non, répondit simplement Sarah. Nous avons construit le Léviathan pour défendre, pas pour accomplir des desseins. Vos vaisseaux sont hors service, mais votre peuple est en vie. Vos équipages disposent de suffisamment de moyens de survie pour tenir jusqu'à Atotas, l'arrivée des secours. Vous retournerez dans votre empire, ça. Vous nous laisserez partir. Kralix ne pouvait le comprendre. Après tout ce que nous avons fait, oui, car nous ne sommes pas comme vous. Nous ne conquérons pas. Nous n'exterminons pas. Nous protégeons. Mais comprenez ceci, souverain de la guerre, retournez dans votre empire et racontez-leur ce qui s'est passé ici. Dites-leur que l'humanité a un protecteur. Dites-leur que nous avons le pouvoir d'anéantir toute menace, mais que nous privilégions la clémence lorsque c'est possible. Dites-leur que l'humanité a un protecteur. Dites-leur que nous avons le pouvoir d'anéantir toute menace, mais que nous privilégions la clémence lorsque cela est possible. Dites-leur que s'ils menacent l'innocence, s'ils s'attaquent aux faibles, s'ils commettent un génocide, le Léviathan répondra. La voix de Sarah se fit plus dure, plus froide. Et dites-leur que la prochaine fois, si vous nous forcez à nouveau la main, nous ne serons pas aussi cléments. C'est le seul avertissement que votre empire recevra. Quittez notre espace, quittez l'espace de la coalition. Si nous apprenons que vous attaquez une civilisation, nous viendrons, et nous vous arrêterons définitivement. La communication fut coupée. Kralik resta silencieux, les yeux rivés sur les écrans tactiques affichant son armada en ruine. Il avait conquis 12 civilisations. Il avait anéanti d'innombrables flottes. Il se croyait invincible. Un seul vaisseau humain lui avait fait comprendre son erreur. À l'autre bout de la galaxie, dans la salle du Conseil de la Coalition, les représentants observaient la fin de la bataille dans un silence stupéfait. Les données des capteurs étaient irréfutables. Les résultats étaient impossibles à ignorer. L'humanité recelait un pouvoir latent dépassant tout ce que la galaxie actuelle possédait. L'ancienne Lumini prit la parole la première, sa voix cristalline résonnant dans la salle. On croyait la technologie de l'architecte perdue, morte, disparue à jamais. Pourtant, les humains l'ont retrouvée, maîtrisée et ont choisi la retenue. Ils ont construit un seul vaisseau, non une flotte. Ils ont d'abord proposé la paix, ne recourant à la violence qu'en cas de nécessité. Zortak se leva lentement. Le commandant Vraxil, qui s'était moqué de l'humanité quelques jours auparavant, semblait maintenant ébranlé. Mon grand-père avait raison. Le Léviathan a anéanti nos éclaireurs il y a 200 ans, et nous l'avons qualifié de mythe, car nous ne pouvions accepter que des êtres primitifs possèdent une telle puissance. Ce ne sont pas des primitifs, dit Wexler des Crèches d'une voix calme. Ils ne l'ont jamais été.
C'étaient des étudiants qui apprenaient à utiliser de manière responsable ce qu'ils avaient découvert. Tandis que nous les ignorions, ils se développaient et devenaient maintenant quelque chose de bien plus grand que nous. L'ambassadeur Kenji Torres apparut sur l'écran. Principal, sa transmission provenant de la Terre. Honorable représentant, l'humanité n'a pas partagé sa découverte, car nous savions ce qu'elle engendrerait. La peur, la jalousie, des appels à partager une technologie que nous maîtrisions à peine nous-mêmes, ou pire encore, des exigences que nous l'utilisions pour imposer la paix dans toute la galaxie. Il sourit tristement. Nous ne voulions pas être des conquérants, ni des dominateurs. Nous voulions être des partenaires égaux, mais vous avez clairement fait comprendre que les humains n'étaient pas les bienvenus comme égaux. Alors nous nous sommes préparés à nous défendre, et avons espéré que cette préparation ne serait jamais nécessaire. Les Cortax l'ont rendu nécessaire, poursuivit Kenji. Ils nous ont forcés à révéler ce que nous espérions garder secret. Désormais, la galaxie est au courant. L'humanité a un gardien. Nous avons le pouvoir d'imposer la paix. La question était, que faire de ce savoir? La salle du Conseil s'est enflammée de débats. Certaines espèces réclamaient que l'humanité soit punie pour avoir dissimulé un tel pouvoir. D'autres exigeaient que cette technologie soit partagée. D'autres encore estimaient que l'humanité devait d'office prendre la tête de la coalition, compte tenu de ses capacités manifestement supérieures. Kenji attendit que le tumulte se calme, puis il reprit la parole. L'humanité vous fait cette proposition. Le Léviathan servira de défenseur, non seulement pour les mondes humains, mais aussi pour toute espèce menacée d'extinction ou de génocide. Nous n'interviendrons pas dans les conflits ordinaires. Nous ne prendrons pas parti dans les conflits politiques. Mais si un autre empire comme celui des Cortax émerge, si des innocents sont menacés d'extermination, si une civilisation s'attaque aux plus vulnérables, nous riposterons. En échange, nous ne demandons rien, ni territoire, ni tribu, ni domination sur les autres espèces. Nous demandons simplement qu'on nous laisse tranquilles pour continuer à évoluer, à apprendre et à vivre en paix. Le Léviathan va de nouveau dormir, et on espère pour longtemps. Mais il dormira. 3 jours après la bataille, des vaisseaux de secours de l'Empire Cortax arrivèrent sans hâte sur New Horizon. Ils trouvèrent là leur armada pourpre dérivant impuissante dans l'espace, vivante mais vaincue. L'opération de sauvetage dura des semaines. Chaque vaisseau endommagé dut être remorqué jusqu'à l'espace Cortax, un défilé humiliant d'échecs. Le souverain de guerre Kralix retourna sur sa planète natale, couvert de honte. Il fut déchu de son rang et traduit devant le Conseil impérial. On exigea des explications. Comment la puissante armada pourpre avait-elle pu être anéantie par un seul vaisseau? Kralix leur révéla tout. Le Léviathan, la technologie de l'architecte, l'arme qui a absorbé une capacité de destruction planétaire et l'a transformée en énergie. La frappe, de précision qui a mis hors service 900 vaisseaux de guerre simultanément. Les humains qui auraient pu tous les anéantir, mais qui ont choisi la clémence. Le Conseil impérial ne l'a pas cru tout de suite. Il pensait qu'il cherchait à justifier son échec. Mais les données des capteurs arrivèrent. Confirmées par des dizaines de stations de surveillance de la coalition, les preuves étaient irréfutables. L'Empire Cortax, qui avait bâti sa puissance sur la conquête et l'intimidation, se retrouvait soudain face à un ennemi invincible. Un ennemi qui ne souhaitait même pas combattre, mais qui les anéantirait totalement en cas de nouvelles tentatives de conquête. L'Empire se retira. Ils se retirèrent de l'espace de la coalition, du territoire humain, des frontières de toutes les civilisations qu'ils avaient menacées. Pour la première fois depuis un siècle, les Cortax choisirent la paix, non par choix, mais parce qu'ils avaient appris le prix de la guerre contre l'humanité. Le capitaine Sarah Chen se tenait sur la passerelle du Léviathan, observant le dernier vaisseau de sauvetage Cortax passer en hyperespace. New Horizon était visible dans le hublot, sain et sauf. 2 milliards d'êtres humains qui avaient frôlé la mort reprenaient le cours de leur vie, la plupart ignorant à quel point l'extinction avait été proche. « Mission accomplie, capitaine », déclara le commandant Park. « Toutes les menaces neutralisées. Monde colonisé, sécurisé. Des représentants de la coalition demandent l'autorisation de monter à bord et d'inspecter le vaisseau. » Sarah esquissa un sourire. Refusé.
Le Léviathan est un secret de l'humanité, pas une pièce de musée. Dites-leur que nous apprécions leur intérêt, mais que certaines choses doivent rester des mystères. Elle s'y attendait. Toutes les espèces de la galaxie cherchaient désormais à comprendre le Léviathan, son fonctionnement, les conditions de son existence et la possibilité de le reproduire. Les demandes d'informations affluaient déjà. Mais la réponse de l'humanité était unanime. Non, la technologie de l'architecte ne se partageait pas à la légère. Elle était trop puissante, trop dangereuse entre de mauvaises mains. L'humanité avait passé 2 siècles à apprendre à l'utiliser de manière responsable. Elle ne confierait pas ce pouvoir à des espèces qui avaient à peine appris à éviter l'autodestruction. Nouveaux ordres du commandement terrestre, annonça le commandant Park en consultant son écran. Retour en stockage dimensionnel, reprise des protocoles de cryostase. Retour en mode veille, acquiesça Sarah. Elle s'y attendait Pinlin aussi. Le Léviathan n'était pas conçu pour être actif en permanence. C'était un gardien, non un patrouilleur. Il allait se rendormir, attendant la prochaine crise qui exigerait son intervention. Envoyez un message à toutes les colonies humaines, ordonna-t-elle. Dites-leur que nous, retournons nous endormir. Dites-leur que nous espérons un long sommeil, un sommeil qui durera des siècles. Mais dites-leur que nous serons toujours là, à veiller sur eux, à les attendre, prêts à intervenir. La semaine suivante, le Léviathan se prépara à retourner dans sa dimension d'origine. L'équipage subit des examens médicaux, des diagnostics des systèmes et des évaluations psychologiques. Le retour en cryostase après avoir goûté à l'action fut plus difficile que l'immersion initiale. Mais c'étaient des professionnels. Ils avaient accepté cette mission il y a 200 ans, et ils l'accepteraient encore aujourd'hui. Sarah enregistra sa dernière entrée de journal de bord avant d'entrer en cryostase. Journal de bord du capitaine. Dernière entrée de ce cycle d'activation. Nous avons défendu avec succès les colonies humaines contre l'Empire Cortax. Les forces ennemies ont été vaincues avec des pertes minimes. Le statut de coalition a été élevé à celui de membre à part entière, assorti de garanties défensives. Elle marqua une pause, pesant ses mots. La galaxie sera toujours confrontée à des menaces. Des empires avides de domination, des espèces génocidaires, des forces qui s'attaquent aux faibles. Mais notre réaction face à ces menaces nous définit. Nous pourrions utiliser la puissance du Léviathan pour régner. Nous pourrions imposer la paix par la force des armes. Nous pourrions devenir des tyrans aux intentions nobles. La voix de Sarah se fit plus ferme. Nous ne devons jamais faire cela. Nous devons toujours nous souvenir que le pouvoir sans sagesse n'est qu'une autre forme de tyrannie. Nous défendons ceux qui ne peuvent se défendre. Nous mettons fin au génocide et aux extinctions. Mais nous n'imposons pas notre volonté aux autres. Nous ne choisissons pas leur gouvernement, ni ne dictons leur culture. Nous protégeons, nous ne régnons pas. Au futur capitaine, usez de ce navire avec sagesse et parcimonie, et seulement lorsque la défense est absolument nécessaire. Et surtout, souvenez-vous toujours que notre humanité se mesure non pas à notre capacité à détruire, mais à la sagesse avec laquelle nous choisissons d'agir et de faire preuve de retenue. Elle termina l'enregistrement et s'installa dans sa cryocapsule. Les systèmes s'activèrent, refroidissant son corps, ralentissant son métabolisme, la préparant à un autre long sommeil. Sa dernière pensée consciente fut l'espoir qu'à son prochain réveil, ce serait des siècles plus tard, dans une galaxie ayant appris à résoudre ses problèmes sans gardien. Le Léviathan se rétracta dans son espace de stockage dimensionnel, se repliant hors de l'espace normal près de Neptune. Pour le reste de la galaxie, il disparut tout simplement. Les capteurs ne révélèrent plus rien, seulement le vide, là où se trouvait l'immense vaisseau quelques instants auparavant. Mais chacun savait que le danger était toujours présent. Au sein du Conseil de la Coalition, l'atmosphère avait radicalement changé. Là où les humains étaient jadis considérés comme primitifs, on parlait désormais d'eux avec respect et une saine crainte. Des espèces autrefois hostiles devinrent amicales. Des accords commerciaux furent négociés. Des échanges culturels furent instaurés. L'humanité ne cherchait plus à intégrer la communauté galactique.
C'est la communauté galactique qui s'efforçait de rester en bons termes avec elle. L'ambassadeur Kenji Torres géra cette situation diplomatique complexe avec brio. Il accepta les excuses des espèces qui avaient rejeté les humains. Il négocia des traités garantissant à l'humanité un traitement équitable, sans privilèges particuliers. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Léviathan était sur la défensive et non agressif. Mais en privé, lors de conversations sécurisées avec la Terre, il a fait part de ses inquiétudes. La galaxie nous craint désormais. On nous sourira et on nous serrera la main, mais on nous surveillera constamment, guettant le moindre signe d'agressivité. Nous devons prouver jour après jour, année après année, que nous étions sincères, que nous sommes des défenseurs, non des conquérants. Sur Terre, dans les archives, le docteur Sarah Okonkwo et le colonel Marcus Webb ont examiné les rapports de mission. Le Léviathan avait fonctionné exactement comme prévu. L'équipage avait fait preuve d'une discipline irréprochable. La technologie avait fonctionné à la perfection. Nous l'avons fait, a déclaré Marcus. Nous avons prouvé que l'on peut confier le pouvoir absolu à l'humanité. Nous l'avons prouvé une fois, corrigea Sarah. Il nous faudra le prouver sans cesse. À chaque réveil du Léviathan, à chaque crise, nous serons mis à l'épreuve. Pourrons-nous rester fidèles à nos principes? Pourrons-nous résister à la tentation d'utiliser notre pouvoir à d'autres fins que la défense? Crois-tu que nous en soyons capables? Sarah réfléchit longuement. Je pense que nous avons une chance. 2 siècles d'histoire témoignent de notre retenue. Nous avons construit un seul vaisseau, pas une flotte. Nous avons d'abord proposé la paix. Nous avons fait preuve de clémence envers des ennemis qui ne nous en avaient montré aucune. C'est un bon fondement. Mais, comme le souligne Marc, l'humain reste humain. Les générations futures pourraient oublier les raisons de ces choix. Elles pourraient percevoir le Léviathan comme un instrument au service de leur vision de la galaxie. Ils pourraient se persuader qu'utiliser plus activement ce pouvoir est moralement acceptable. Que faire? Nous enseignons, répondit simplement Sarah. Nous veillons à ce que chaque génération comprenne la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. Nous racontons comment nous avons découvert la technologie de l'architecte et choisi d'être des gardiens, et non des dieux, nous. Rappelons que le pouvoir n'est pas synonyme de sagesse. À travers la galaxie, l'histoire du Léviathan se répandit. Elle devint une légende en son temps, un récit conté en 1000 langues par une centaine d'espèces. Le vaisseau qui n'était qu'un mythe jusqu'à ce qu'il anéantisse une armada. Le gardien de l'humanité qui aurait pu tuer des milliards d'êtres, mais qui choisit de ne pas le faire. Le vaisseau qui prouva que les humains étaient plus que ce qu'ils paraissaient. Certaines espèces y virent un avertissement, d'autres y voyaient un espoir. Mais pour tous, c'était la preuve que l'humanité avait mérité sa place dans la galaxie. Les années passèrent, puis les décennies. Le Léviathan sommeillait dans son repli dimensionnel, son équipage plongé dans un sommeil cryogénique. Les colonies humaines grandirent et prospérèrent. La coalition s'étendit et s'épanouit. De nouvelles espèces la rejoignirent en quête de la protection promise par les humains. Des tensions existaient, bien sûr. Des différends frontaliers, des conflits commerciaux, des malentendus culturels. Mais ces problèmes furent résolus par la diplomatie, non par la guerre. Chacun se souvenait de ce qui arrivait lorsqu'une espèce choisissait la violence plutôt que la négociation. Chacun se souvenait de l'armada pourpre Cortax, dérivant impuissante dans l'espace, vaincue par des défenseurs qui auraient pu l'anéantir, mais qui avaient choisi la clémence. L'Empire Cortax lui-même changea. Dépouillé de sa fierté militaire, contraint d'accepter que la conquête n'était plus possible, il se replia sur lui-même. De nouveaux dirigeants émergèrent, qui privilégiaient Shamar, le commerce aux tribus, la diplomatie à la domination. Ils ne l'admettraient jamais publiquement.